votre reflet d'ici vous présente le point de vue de Gaëtan Lelièvre, un regard un peu plus détaillé sur l'actualité régionale, nationale et internationale. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien, merci. Toi aussi? Oui, ça va bien, merci. Écoute, on en est à notre deuxième rencontre pour parler un petit peu des élections. On pourrait commencer peut-être avec cette actualité qui est quand même internationale, qui concerne le décès de la reine d'Angleterre. Toi, tu vois ça comment, cette situation? Est-ce que ça, au niveau de l'impact que ça peut avoir aussi au Canada et chez nous? C'est clair que c'est un événement majeur au plan international. Qu'importe nos allégeances politiques, qu'importe notre vision de la relation de notre État, du Québec, du Canada avec l'Angleterre. Moi, ce que je décode, c'est que les gens, de façon générale, ont quand même une bonne pensée pour la reine suite à son décès. Ce qui ressort beaucoup, c'est la personne. Le titre, la notoriété de la reine, oui, c'est une chose, mais ce qu'on voit beaucoup dans les commentaires, autant à l'étranger, puis même au Québec, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une forme de respect là, pour la personne. Pour la personne là, qui a consacré 70 années de sa vie, même des années extrêmement exigeantes là, pour ceux qui ont suivi un peu le récit là, de l'histoire d'Élisabeth II. C'est quand même une vie très mouvementée de sacrifice, d'engagement. Comme je le disais, qu'importe nos allégeances politiques, je pense qu'il faut reconnaître à un moment donné les efforts et l'engagement que même nos adversaires politiques peuvent faire dans une cause qui pour eux est la bonne. Donc, c'est ça la démocratie. On n'est pas obligé d'être d'accord avec la vision de nos adversaires, notamment le Québec est dans une situation très particulière avec toute la mouvance sur la souveraineté du Québec, l'INDEC. C'est sûr que les tenants de cette option-là, puis je m'inclus, les gens, je pense, connaissent mes allégeances politiques. Je suis un souverainiste, c'est clair. Capable de reconnaître là, les qualités, les sacrifices et tout l'engagement que d'autres personnes peuvent faire à l'égard de causes qui sont différentes de celles que moi je poursuis. Donc, je tiens également à rendre hommage à la reine Élisabeth et à ses proches suite à son décès. Je pense que c'est une question d'humanisme et c'est ce qui s'avère, à mon avis, là, le plus correct comme position. D'ailleurs, il y a un très, très fort consensus là, à travers la planète, là, même des pays comme la France. Quand on connaît l'histoire de la France et de l'Angleterre, les nombreuses guerres, même les Français là, ont reconnu de façon quasi unanime là, la perte de cette grande dame. Donc, je crois que c'est une personne qui a fait un certain dans les dernières semaines. Alors, justement, ce qui concerne peut-être plus concrètement les élections, enfin la campagne électorale, on a eu là un petit coup avec le Parti conservateur où il y a eu un nouveau chef qui a été élu. Comme ça que ça arrive en plein milieu, j'imagine que ça peut donner peut-être un coup négatif ou des fois positif. Comment tu vois cette situation avec Poilièvre, justement? Ben oui, effectivement. Écoute, je pense que se doutait que Poilievre serait le candidat élu à la tête du Parti conservateur du Canada, mais on ne se doutait pas d'un score ou d'un résultat aussi fort. C'est vraiment un gain. Écoute, on parle au-delà de 66%, je crois, des votes lui ont été accordés. Ses plus proches adversaires étaient vraiment de très, très loin. Donc, vraiment une vague très forte pour Poilievre. Les prochaines semaines, les prochains mois, à l'intérieur même du Parti conservateur, ça va être à surveiller de près. Il faut se rappeler que la députée conservateur du Québec n'avait pas appuyé Poilievre. Il y avait un seul député du Québec, à ma connaissance, qui avait appuyé Poilievre. Donc là, on se ramasse dans une situation où nos députés conservateurs du Québec doivent se positionner. Est-ce qu'ils vont se rallier? Dans les dernières journées, dans les nouvelles, c'est qu'il y a comme une vague de ralliement. Il semble que les gens vont tourner la page sur la course à la chefferie. C'est quand même surprenant parce qu'il y avait eu des déclarations assez fermes, assez solides à l'encontre du candidat Poilievre pendant la course. Mais là, on dirait que le mot de ralliement, le ralliement
se fait quasiment de façon naturelle. C'est souvent comme ça en politique. C'est pas la première fois que ça arrivera. Et c'est pas la seule formation politique aussi où on voit souvent après une course assez chaude, assez mouvementée, ben, mouvement de ralliement. Donc, à suivre. Puis, c'est clair que au-delà du Parti conservateur, la question qu'on peut se poser, c'est Poilievre, qui est quand même un candidat de droite. Hein. Certains même le qualifient d'un peu, ça frise l'extrême droite. Donc, je pense pas que c'est de l'extrême droite. Donc, quelqu'un qui a des idées très arrêtées sur les droits et libertés des personnes, les droits individuels, les ressources naturelles, tout un débat complètement, je dirais, différent de ce qu'on était habitué. Et ça va bien positionner le Parti libéral et le Parti conservateur dans je dirais, des objectifs, des actions qui vont être vraiment très différentes, là. Donc, l'électorat canadien, hein, va avoir vraiment, j'ai l'impression, un menu extrêmement différent en termes d'orientation des deux partis politiques. On n'est plus dans le centre-droite ou centre-gauche, là, on est vraiment plus dans des extrêmes. Est-ce que ça va laisser la place, un vide pour un certain parti qui serait peut-être un peu plus centriste, peut-être? Mais chose qui est sûre, Poilievre est vraiment plus radical, plus de droite que peut l'être M. Trudeau. Donc, comment l'électorat canadien va se comporter là-dedans, ça va être à suivre. Mais ça va mettre du piquant, puis beaucoup plus d'intensité, un dossier à suivre, puis on verra, mais c'est certain je crois qu'on ne pourra pas être indifférent à la personnalité de Poilievre qui semble vouloir vraiment afficher là, des positions beaucoup plus marquées. Oui, puis ça va permettre quand même, comme tu dis, ça met de la diversité, de la couleur, du piquant un peu, mais ça va permettre aussi de voir si au Canada, au Québec, il y a au niveau de l'électorat des gens qui sont dans ces positions-là et dans ces avis politiques-là. Absolument, absolument. Ça amène une nouvelle teinte. Mais on voit déjà dans le M. Poilievre qui a un changement de cap. C'est-à-dire que M. Poilievre, pendant sa course à la chefferie du Parti conservateur, était beaucoup plus radical dans certaines de ses positions. C'était, je crois, une stratégie pour maintenir un certain niveau d'appui qu'il avait. Il voulait ça. Mais là, on voyait dès son élection, la première soirée, dans son discours de vainqueur, déjà, il se propulsait comme un adversaire du Parti libéral, comme un candidat qui veut devenir premier ministre. Donc là, son objectif, l'étape est franchie de devenir le chef du Parti conservateur et un aspirant premier ministre. Donc, ses engagements et son discours étaient plus modérés. C'est ce que les médias aussi nous rapportent, puis moi, c'est ce que j'ai constaté. Je crois qu'il va devoir être un peu plus modéré. Sinon, il risque d'échapper une grande partie de l'électorat. Je pense pas que le Canada, puis ni le Québec, là, est prêt pour, disons, une droite plus ferme à la Trump, parce que certains se plaisent à le comparer un peu à Trump aux États-Unis. Je pense que c'est un peu exagéré, mais il reste quand même que c'est un candidat de droite, avec une droite très affirmée. C'est un peu une première là, au Canada, à mon avis. Ben on pourrait peut-être maintenant aller un peu plus sur le terrain chez nous et parler un peu un article qui m'a interpellé, c'était avec ces maires et ces élus municipaux qui font un peu leur liste d'épicerie, ou Daniel Côté aussi qui parle de la ville de Gaspé. Une fois que les candidats, une fois que en tout cas les élections vont être terminées, moi ça m'a questionné sur la démarche. Comment est-ce que les élus ont une certaine, pas un pouvoir, mais comment est-ce qu'ils peuvent aller chercher ce qu'ils veulent en fonction de qui est élu? J'imagine, toi, tu connais bien ça. J'imagine des élus ont dû t'approcher, toi aussi, à un moment donné, quand tu étais sur le terrain. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Ouais, ben, bonne question. Écoute, c'est clair que quand tu es en campagne électorale, généralement, tu rencontres là, le plus grand nombre d'intervenants socio-économiques et élus municipaux pendant la campagne, pendant les 4 années de façon continue avec son électorat, pas juste aller les consulter là, pendant les 30 jours d'une campagne électorale. Donc, si tu es régulier avec tes élus, tu es en mesure c'est sûr que pour le député en place, c'est plus facile. Pour les aspirants députés, les candidats qui ne sont pas députés, ben là, je comprends que disons, c'est un sprint, c'est vraiment là un blitz pour tenter de rejoindre le maximum de personnes, prendre acte des enjeux, des attentes, notamment des municipalités. Donc, c'est très intense. Mais bon, jusqu'à quel point ça peut influencer le travail d'un député?
Écoute, je pense qu'il faut écouter l'ensemble des représentants de la population. Maintenant, on peut pas tout régler, on peut pas dire oui à tout. D'abord parce que aussi, on n'a pas un plein pouvoir comme député, puis même comme ministre à la limite, là. T'as pas tous les pouvoirs quand même. Là. Tu sais, si t'es ministre responsable délégué aux régions, ben j'avais, oui, une certaine marge de manœuvre au niveau des enjeux régionaux, de développement régional. Mais quand c'était un dossier aux santé, je devais référer à mes collègues qui étaient responsables de ces portefeuilles-là. Donc, c'est de bonne guerre que tous les élus municipaux tentent de sensibiliser l'ensemble des candidats à leurs enjeux. Maintenant, il faut être réaliste. Comme je le disais tantôt, c'est pas vrai que, même si le député dit oui, c'est pas vrai que tout va se régler. Il y a des choix à faire. Gérer une circonscription, gérer un État, que ce soit québécois ou canadien, ça veut dire faire des choix. Maintenant, quand tu fais des choix aussi, parce que tu ne peux pas tout accepter. Donc, c'est tout un enjeu pour les élus. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'action franche, honnête avec nos commettants, avec les différents représentants, avec la population. Et quand on pense que les probabilités de réussite d'un dossier sont très faibles, il faut le dire. Il faut être transparent, il faut être honnête, puis il faut le dire. Puis ça, moi, j'ai constaté, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant que j'étais en politique, et j'ai constaté que sur le coup, ça déçoit. Ça choque même certaines personnes qui ont un enjeu, un dossier qui pour eux est le plus important, le plus prioritaire. Hein. C'est normal, c'est légitime. Le rôle du député ou du ministre, c'est de trancher, c'est de faire des choix. Mais à moyen et long terme, je pense qu'ils l'apprécient. Ils disent, ben, au moins avec notre député, on a leur juste. Il nous dit pas oui, puis dans le fond, il nous fait pas de fausses accords, de fausses promesses. Il est honnête. Puis, quand tu as des bonnes raisons pourquoi ce dossier-là ne pourra pas être réalisé, ben, généralement, les gens sont intelligents. Comme je le disais, ils peuvent être déçus, mais ils comprennent. Puis, on se reprend pour travailler ensemble sur un autre dossier quand c'est possible. Donc, le pouvoir, quel est le niveau de pouvoir réel de nos élus municipaux? Je dirais qu'il est limité. Hein? Il est limité. J'ai déjà vu, à titre d'exemple, là, tu sais, puis j'amène la réflexion sur un autre élément. Les appuis. Souvent, on va avoir des élus, des maires, des préfets, un ou une candidate. Ça se fait de moins en moins, et c'est correct parce que je pense qu'on doit respecter l'électorat. On se prend pour qui, le maire ou préfet, pour appuyer un candidat et demander à la population de l'appuyer. Je pense que c'est pas opportun. Hein? Puis moi, j'ai déjà vécu une expérience quand j'étais à la MRC Rocher-Percé, 10 municipalités à l'époque. Les 10 maires avaient unanimement appuyé un candidat. Un candidat dans une élection fédérale. C'est pas rien, là. Les 10 maires avaient appuyé un des candidats suite à des engagements précis, justement, par rapport à des projets de la MRC. Et finalement, ce candidat-là n'avait pas entré, avait été battu et avait été battu fortement sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Donc, c'était, je pense, un exemple que la population avait donné à leurs élus en disant, quand vous êtes même si vous êtes élu, maire ou préfet, vous avez un vote comme tout le monde, exercez-le, c'est votre droit, mais laissez-nous, la voter selon notre conscience. Moi, c'était un peu la leçon que j'avais tirée. J'étais beaucoup plus jeune à l'époque, là. C'est arrivé quand même il y a plusieurs décennies. Puis ça m'avait frappé et j'ai toujours retenu cette leçon-là un peu, en tout respect, que les élus municipaux là avaient reçu de la population. Donc, le pouvoir des élus, oui, il y en a un certain niveau de pouvoir, mais il n'est pas absolu, il est limité. Puis je pense qu'il est de plus en plus limité pour différentes raisons. Mais parlons justement un peu de cette liste d'épicerie que demandent un peu les élus. Je ne sais pas si tu as eu un peu le même effet que moi. On dirait qu'il manquait un peu de grands dossiers régionaux, des enjeux importants. Comment tu vois, toi, cette liste d'épicerie, entre guillemets? Ben, j'ai eu la même observation que toi, Marc, là. J'ai été surpris de voir, j'ai deux médias là, récemment qui ont sorti les attentes de la ville de Gaspé, du maire de Gaspé d'un côté, et d'un autre côté, on parle des élus, là, plus au niveau des préfets. On parle du regroupement des MRC qui sort ses priorités. Puis ce qui m'a surpris, c'est que c'est une courte liste non pas en nombre, mais une courte liste en termes de vision de développement de la région. Tu sais, quand on parle du regroupement des MRC de la Gaspésie, c'est quand même l'instance ultime, là. Il y a plus d'organismes régionaux. Hein. Quand les CRE ont été abolis, les conférences régionales des élus,
ben ce sont les MRC qui sont devenus les forces territoriales, régionales à la limite. Donc, quand on voit que parmi les priorités, en tout cas ce qui sort dans l'article, c'est sûr que peut-être que les principaux concernés, ça, ouais, mais on a mentionné d'autres choses, puis il n'est pas sorti. Bon, peut-être, là, mais si on se fie à l'article qui est sorti, un positionnement sur lequel c'est important, mais de là à dire que est-ce que c'est un enjeu régional, c'est très important. Là. Il y a une dimension environnementale là-dedans, mais qu'on se positionne sur le développement économique versus la protection du caribou, qui, à la limite, est dans une seule MRC sur 6 dans la région. Quand on parle de réaliser une étude sur les pêches, là, il me semble qu'on n'a pas besoin d'une élection là, au Québec pour demander une étude sur les pêches. L'enjeu du cellulaire, il y a eu récemment des accidents malheureux. Il y a eu des pertes de vie. C'est extrêmement déplorable. Je ne vais pas sous-estimer l'impact de ça. Là. C'est extrêmement important. Mais est-ce que c'est encore un enjeu? Moi, je suis déçu qu'on en fasse encore un enjeu. On le règle une fois pour toutes, qu'on arrête d'en parler. C'est comme Internet à haute vitesse. Ça doit faire 4 à 5 élections où les gouvernements font leur enjeu sur Internet à haute vitesse. 22, c'est rendu dépassé de parler de ça. Moi, je pense qu'on devrait régler ce dossier-là une fois pour toutes. Puis, on parle aussi de logement, oui, mais le logement, les garderies, c'est des enjeux nationaux. C'est pas rien de spécifique à la Gaspésie. Quand on parle d'un programme pour les arénas, est-ce que c'est la priorité en Gaspésie de parler d'un arénas? Moi, je pense qu'il y a des enjeux, par exemple, le transport. On l'a jamais entendu, on ne le voit pas, ni du côté de la ville de Gaspé, ni du côté des préfets de la Gaspésie. Comment une ville comme Gaspé ne peut pas mettre les transports sur la sellette alors qu'on a un aéroport avec des avions qui atterrissent puis qu'on n'a pas les moyens ou qu'il n'y a pas de siège pour embarquer dedans disponible? C'est connu de tout le monde. On a un port, il n'y a pratiquement pas de bateau qui vient. Puis on a un chemin de fer avec pas de train. Ça m'apparaît un enjeu, il me semble, qui est transversal, qui est prioritaire. Si on ne règle pas la question des transports, on va avoir des problèmes de démographie, on va avoir des problèmes économiques, on va avoir des problèmes touristiques, on va avoir des problèmes même de déplacement pour les services de santé. C'est comme si la conférence régionale des élus avait laissé tellement un grand vide, d'abord un vide d'expertise. Il y avait une trentaine d'employés qui travaillaient dans le secteur d'activité de la région pour bien monter les dossiers, pour pouvoir argumenter, défendre les priorités par secteur auprès des instances gouvernementales. Et il y avait aussi une équipe politique, des maires, des préfets, mais aussi des représentants de la société civile qui avaient une expertise complémentaire. Puis tout ce monde-là, autant les employés que les élus et les membres de la société civile, ben ça donnait de l'expertise et, à quelque part, une force de frappe importante pour le gouvernement. Ça étant disparu, on dirait que la table des MRC, on change de nom, là, n'a pas réussi à combler ce vide-là. Puis, ça paraît, quand on regarde là, les exemples de dossiers qu'on parlait tantôt, là, ça manque un peu de vision, ça manque d'envergure un peu. Puis, si je me mets à la place du gouvernement et des formations politiques, ils doivent se dire, ben, ils sont pas trop exigeants en Gaspésie, ils seront pas durs à satisfaire. Donc, ça met pas la barre très haute, à mon avis, malheureusement. Oui, puis on pourrait faire toute une autre émission un peu sur l'importance de la conférence régionale des élus et du manque peut-être que ça apporte à la région. Mais bon, on s'en parlera peut-être dans une autre émission. Je te remercie en tout cas beaucoup pour ton temps, Gaëtan. Et puis, on se reverra la semaine prochaine pour faire encore un autre survol et reflet de la campagne électorale. Parfait. Merci à tout le monde. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.